Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette webconférence spéciale pharmacien. J'ai envie de dire un 20h pharmacien avec tous les pharmaciens de la chaîne du médicament. C'est l'occasion d'évoquer ensemble toutes les questions que vous avez pu remonter dès vendredi sur la plateforme dédiée à cette webconférence. Et tout de suite, je voudrais vous présenter les présidents de chacun des métiers qui m'accompagnent ce soir pour répondre à vos questions. Donc, nous avons Pierre Bégry pour les pharmaciens titulaires. Nous avons Frédéric Bassy pour les pharmaciens responsables de l'industrie. Nous avons Laure Brenas pour la section C, les métiers de la distribution en gros. Nous avons également Jérôme Paraisis-Barbier pour les pharmaciens adjoints et également autres métiers. Brigitte Berthelot pour les pharmaciens qui exercent en Outre-mer. Nous avons Philippe Piette pour les pharmaciens biologistes. Et puis, nous avons Patrick Rambourg pour les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur. Donc, vous voyez, nous sommes au complet, représentants de chacun de vos métiers pour répondre à vos questions. Avant de commencer, je voudrais en premier lieu vous remercier chaleureusement, chacun d'entre vous, pour tout ce que vous faites depuis le début de cette crise. C'est une crise inédite qui nous a tous sollicités, qui pour nous tous a bouleversé complètement nos exercices, nos manières de fonctionner. Et collectivement, je pense qu'on peut se féliciter du travail que font les pharmaciens. C'est un vrai challenge et il n'est évidemment pas fini. Donc, merci profondément pour tout ce que vous faites depuis le début de la crise. Je sais aussi que certains d'entre vous qui sont notamment confrontés directement au public, et je pense aux pharmaciens d'officine et aux biologistes, ont subi malheureusement des agressions, parfois violentes, beaucoup de cambriolages également. Et je voulais vous informer dès ce soir que l'association ADOP, que certains d'entre vous connaissent déjà, est là pour vous écouter et répondre à vos angoisses, à vos soucis, et spécifiquement dans ce moment crise Covid. Donc, retenez ce numéro. Ce sont des pharmaciens, ce sont vos confrères qui répondent à vos appels et qui vous orientent en fonction de vos besoins vers des ressources qui peuvent vous aider dans ces moments particuliers. Donc, encore une fois, merci à tous. Et sans plus tarder, je voudrais qu'on commence tout de suite à répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, pour information, vous pouvez, pendant ce live, continuer à poser des questions. J'espère qu'on aura le temps de répondre à la plupart d'entre elles. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'on y répondra au travers de ce qu'on appelle la FAQ, donc la foire aux questions, disponible sur le site internet de l'Ordre, ou au travers de l'application mobile que j'espère vous avez tous déjà téléchargé, l'appli Ordre Pharma, qui vous permet de recevoir quasiment instantanément toutes les actualités liées à notre exercice. Alors, comment sera organisée cette webconférence? Deux grandes parties. Une première partie où on va traiter des sujets transverses qui concernent l'ensemble de la chaîne de médicaments, profiter d'avoir justement tout le monde, j'allais dire, autour de la table pour répondre à ces questions un peu transverses de la chaîne pharmaceutique. Et puis une deuxième partie plus spécifique par métier, où là on répondra plus spécifiquement aux questions que vous avez adressées liées à chacun de nos exercices. Sachez que nous sommes tous conseillers ordinaux mobilisés et en contact permanent avec les autorités et bien évidemment aussi avec les représentants syndicaux pour vous transmettre les informations, les évolutions des textes, pour travailler avec les autorités pour justement mettre ces textes praticables pour l'ensemble d'entre nous. Vous savez qu'on diffuse ces informations régulièrement par le dossier pharmaceutique ou par mail pour ceux qui ne sont pas connectés au dossier pharmaceutique. Donc, beaucoup de choses à partager. Je vous invite donc à commencer d'ores et déjà sur le premier temps que j'évoquais, des questions transverses, et je vous propose d'aborder vos questions au travers finalement de cet ensemble de la chaîne
qui commence donc par la fabrication, la production, le côté industriel, puis on abordera la distribution en gros, pour arriver aux dispensateurs, les hospitaliers comme les officinaux, sans oublier bien évidemment la biologie médicale. Donc en gros, je vous commence de commencer par l'approvisionnement en médicaments et en produits de santé. Alors, vous le savez, nous sommes en permanence en contact avec notamment l'Agence nationale de santé du médicament, afin d'assurer cette continuité d'approvisionnement, qui est bien évidemment un prérequis pour la continuité des soins. Alors, Frédéric, si tu veux bien, on commence déjà par une question pour toi, donc qui représente l'ensemble des pharmaciens responsables de l'industrie. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre dans les laboratoires pour garantir justement cette continuité d'approvisionnement? Merci Karine de me donner l'opportunité de répondre aux questions des confrères. Au niveau de la continuité, il y a d'abord une continuité sur l'activité industrielle, puisque dans un contexte de confinement, l'activité des entreprises du médicament et pharmaceutique reste indispensable. Les établissements pharmaceutiques sont autorisés pour des activités variées, la fabrication, l'exploitation des produits, l'importation ou la distribution. Et ils doivent maintenir leur activité dans l'intérêt de la santé des patients, que ce soit des patients atteints du Covid-19 ou toute autre pathologie aiguë ou chronique pour lesquelles il nécessite un traitement médicamenteux. Et il a été pour ce faire on a mesuré une grande mobilisation, une grande anticipation, proactivité de l'ensemble des pharmaciens industriels et des équipes autour de ces pharmaciens industriels et de toute la chaîne pharmaceutique pour assurer la continuité des opérations et des approvisionnements continus. Je voudrais juste donner un chiffre. Au mois de mars, lorsqu'il y a eu le début du confinement et dans la crise, il y a eu une demande extrêmement importante puisque les volumes de certains médicaments, même en ville, ont été multipliés par 2 à 3. Et globalement, les industriels ont assuré cette augmentation de la demande afin que l'offre puisse être satisfaite. C'est ainsi qu'on surveille les stocks, qu'on adapte ceci à l'évolution de la demande de la part des grossistes ou de la part de nos amis hospitaliers, à la demande qui est parfois hors norme, au niveau de la ville ou de l'hôpital, au niveau des volumes, au niveau des localisations et au niveau de certaines productions. Je rappelle la production, par exemple, des solutés hydroalcooliques par les établissements pharmaceutiques. Le volume a été multiplié quasiment par 10 en l'espace de quelques mois au niveau de la production. Merci, merci Frédéric. On verra s'il y a des questions plus précises qui reviennent un peu plus tard quand on arrivera sur la partie spécifique métier pour les pharmaciens responsables de l'industrie. Laure, il y a eu beaucoup de questions ou en tout cas d'inquiétudes à un moment dans la distribution en gros et notamment les dépositaires sur les tensions que certains d'entre nous que ce soit à l'officine ou en pharmacie à étage intérieur, on a pu vivre en tant que toi-même dépositaire, mais aussi représentant des grossistes répartiteurs. Comment est-ce que vous gérez et comment tu peux répondre à cette question des pharmaciens qui attendent ces médicaments? Alors, merci Karine. Donc déjà, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, nous avons aussi connu au niveau de la distribution en gros, que ce soit au niveau des dépositaires ou au niveau des grossistes répartiteurs, un afflux très important au début de la période de confinement avec une multiplication par 2 des commandes vers les officines et également un accru, un volume tout à fait important multiplié par 2,5 à peu près vers les PUI. Actuellement, ce que l'on peut voir, c'est qu'au niveau des grossistes répartiteurs, nous n'avons pas de problème de tension particulière sur les médicaments, hors les tensions habituelles avant Covid, bien sûr. Chez les dépositaires, par contre, on constate des tensions sur certains stupéfiants et sur les produits hospitaliers de réanimation, notamment pour 5 molécules qui sont nécessaires à la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Il s'agit des formes injectables de 2 hypnotiques, le midazolam et le propofol, et de 3 curares, l'atracurium, le cisatracurium et le rocuronium. Et de ce fait, un nouveau système d'achat et d'approvisionnement des établissements de santé pour ces médicaments
va être mis en place à compter du 27 avril 2020, c'est-à-dire lundi prochain. Alors pour cela, il y a une forte implication des dépositaires pour la distribution de ces produits de réanimation pour le compte de SPF, c'est-à-dire Santé publique France, avec notamment la sollicitation de LOC Santé, qui est le syndicat représentatif des dépositaires, pour participer à l'élaboration du schéma de sécurisation des approvisionnements des PUI pour les produits de réanimation en risque de pénurie. 3 dépositaires, Movianto, Alloga et CSP, ont été sélectionnés pour assurer, pour le compte de Santé publique France, le stockage et la distribution de ces curares et de ces inoptiques vers la France métropolitaine, mais aussi vers l'outre-mer. Merci. Donc, on voit bien là que c'est une adaptation tout à fait particulière et unique pour pouvoir assurer les médicaments dans les PUI. Alors, bien évidemment, on doit avoir ici connecté des pharmaciens, des pharmacies à usage intérieur. Et face à cette nouvelle organisation, évidemment, énormément de questions pratico-pratiques. Comment est-ce que les pharmaciens de PUI vont pouvoir demain obtenir ces médicaments indispensables dans les services de réanimation? Patrick, est-ce que tu peux répondre à ces questions de tes confrères? Oui, bien sûr. Merci, Karine. Alors, dans le nouveau... je perds mon micro. C'est du direct. Excusez-moi. Voilà, dans le nouveau système... Voilà, dans le nouveau système, l'État, donc par l'intermédiaire de Santé publique France, va acheter les médicaments. Donc, le principe actif correspond à une des 5 molécules que l'on aura citées. Et les établissements de santé, à partir de lundi, ne pourront plus les acheter. Donc, chaque semaine, la NSM va allouer une quantité de ces médicaments prioritaires par région et va proposer aux ARS une répartition du stock entre les établissements de santé. L'ARS peut alors proposer à la NSM des modifications de cette répartition. Les dépositaires pharmaceutiques sélectionnés, destinataires des ordres de livraison, informent tout de suite les PUI du contenu de la livraison et vont livrer dans des délais les plus rapprochés possibles. En principe, l'allocation débute le lundi et au maximum, les livraisons interviennent le vendredi. Un processus adapté est mis en place pour l'outre-mer, bien sûr, puisque là, il y a une nécessité d'un peu plus de stock étant donné les voyages. Alors, il faut aussi préciser que les médicaments importés pour la circonstance seront également présents dans les allocations. Et donc, les livraisons avec toute la problématique de prévention des erreurs médicamenteuses liées au problème de langue étrangère. Certains médicaments viennent notamment de Chine. Donc, des fiches spéciales, qui sont d'ailleurs déjà publiées sur le site de la NSM pour certains, seront également présentes dans tous les envois de produits. Merci Patrick pour ces précisions. Alors, il y a quand même des questions qui ont émergé et qui sur ce nouveau dispositif pour les PUI, une question se pose, est-ce que ce dispositif tient-il aussi des autres besoins que celui des patients Covid en réanimation? Oui, c'est une question légitime. Et le stock des établissements, lui, doit être renseigné quotidiennement dans l'outil mapui.fr. Donc, la répartition va se faire en fonction de ce stock, du nombre de patients Covid et de l'activité de réanimation hors Covid. Il est à noter aussi que les autres activités telles que l'hospitalisation à domicile, les soins palliatifs sont également prises en compte et que l'allocation va intégrer également les schémas d'épargne de doses et les alternatives thérapeutiques qui vont être mis en place. Bon, très bien, ça paraît effectivement bien pensé, mais une question encore. Comment est-ce que les pharmaciens de PUI pourront réagir si les stocks qui sont distribués et attribués est insuffisant? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils peuvent utiliser les stocks déjà présents? Alors, notre allocation donc, est décidée par l'ANSM, mais elle est sujette à modification qui peut être proposée par les ARS dans l'enveloppe régionale, qui, elle, reste fixe. Alors, les pharmaciens hospitaliers doivent donc prendre la tâche des ARS et expliciter leurs besoins particuliers au cas où ils n'auraient pas été pris en compte. Et au-delà de ce mécanisme d'approvisionnement, comme je le disais précédemment, pour éviter une rupture de stock effective à court terme, il est impératif que chaque établissement mette en œuvre, dès à présent, des mesures d'épargne de doses des médicaments concernés et puis recours à des alternatives thérapeutiques. Alors, les pharmaciens hospitaliers, avec
bien sûr en lien avec leurs collègues médecins, vont devoir anticiper, si ce n'est pas encore fait d'ailleurs, la mise en œuvre de ces dispositions. Alors, des documents sont proposés dans la FAQ PUI sur le site de l'Ordre, donc ce sont des documents qui émanent des sociétés savantes. Et en ce qui concerne les PSM, pour répondre à cette question précise qui avait été posée, notamment les PSM2, l'utilisation des produits présents dans ces dotations est autorisée à condition de conserver au moins un lot polyvalent opérationnel. Donc ça ajoute un petit peu de stock, notamment au niveau écurard. Bon, écoute, ça paraît clair. Alors, bon, évidemment, il y a encore de nombreuses questions et on a compris que au moment où on se parle, 5 molécules en tension sont concernées par ce dispositif. Est-ce que ce dispositif pourrait être étendu à d'autres molécules au-delà de ces 5 molécules? Ah oui, oui. Le ministère nous a signalé que la liste de ces 5 molécules pouvait être complétée par d'autres médicaments, voire des dispositifs médicaux, si ceux-ci sont menacés de pénurie. Alors, ok, je pense qu'on a compris, donc on va suivre ça de façon très précise dans les prochains jours. Mais je voudrais parler d'une autre tension qu'on constate et je voudrais m'adresser à Philippe, donc pour la biologie médicale. On entend aussi beaucoup parler de tension d'approvisionnement pour les produits ou dispositifs essentiels à la biologie médicale. Qu'en est-il et comment on peut rassurer les biologistes médicaux qui nous posent des questions? Qu'est-ce qu'on fait sur ces tensions qu'on constate? Alors, les tensions, pour l'instant, sont relativement limitées en termes de réactifs. Et il existe un risque de rupture sur tout ce qui concerne les gaz du sang. C'est une préoccupation et malheureusement, on n'a pas exactement de solution à proposer par rapport à cette situation. J'attends de nos confrères. Alors, il y a les gaz du sang, évidemment. Il y a quelques fournisseurs de réactifs qui ont du mal aussi, quelquefois, à assurer d'une manière extrêmement ponctuelle. Moi, j'attends de nos confrères qu'ils nous fassent remonter sur le site de l'Ordre tous les éléments de difficulté d'approvisionnement qu'ils peuvent avoir, de manière à pouvoir les rassembler et en faire part au ministère. C'est essentiel pour qu'on puisse avancer sur ce sujet. Il y a évidemment en plus le problème des tenues de protection et des écouvillons, qui est un problème extrêmement cru actuellement par rapport au dépistage du Covid. Voilà. Merci Philippe pour ce point. Et puis, je peux pas finir sans évidemment venir à l'officine et Pierre. Le sujet de l'approvisionnement en officine. Évidemment, on peut parler de l'hydrochloroquine rapidement et des tensions qu'on a pu avoir sur l'hydrochloroquine. Oui, en fait, c'est l'exemple type de la réaction de la chaîne du médicament. On a eu la chance de réagir très rapidement par rapport à cette médiatisation de la molécule qui a perturbé l'approvisionnement en début de crise des pharmaciens. Le laboratoire a fourni une distribution en direct en attendant que les grossistes répartiteurs se réapprovisionnent et tout est redevenu normal puisque et ceci grâce aux pharmaciens d'officine qui ont maîtrisé la dispensation aux personnes et orienté la dispensation très correctement aux personnes qui en avaient réellement besoin et qui étaient des patients chroniques ayant besoin de cette molécule. Merci Pierre. Donc effectivement, on n'a pas plus eu trop de questions autour de l'hydrochloroquine, mais si ça devait revenir, bien évidemment, on les adresserait. Alors Brigitte, dis-moi, toi qui en Outre-mer regroupe l'ensemble de ces métiers, j'imagine que la distance pour nos confrères d'Outre-mer pose justement des difficultés d'approvisionnement. Ou pas. À toi de nous dire comment ça se passe chez toi. Alors, en Outre-mer, effectivement, on est très attentif à la continuité d'approvisionnement, non seulement des médicaments, mais aussi des tests pour faire des examens biologiques, puisqu'il y a aussi des problèmes à ce niveau-là. Et vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de vols aériens ont été diminués. Et on est passé de 13 vols par jour dans certains de nos départements à 2 ou 3. Ce qui entraîne forcément une diminution des capacités de fret. Et donc, en concertation avec la section B et C, on est très vigilant pour qu'il y ait une place importante
dans ces tonnages de fret et que le médicament soit prioritaire. On est quand même rassuré parce que nos grossistes ont l'habitude de travailler avec 2 à 3 mois de stock, ce qui fait que pour l'instant, on n'a pas constaté de pénurie, en tout cas au niveau des médicaments, et même sur les médicaments utilisés en réanimation. Par contre, on a quelques petits problèmes avec les tests pour faire donc les tests Covid qui sont bloqués dans certains ports de métropole. Merci Brigitte. Il y a une question qui est arrivée et que je me propose, Patrick, si tu l'as vu dans le chat, d'y répondre. Si tu as la réponse, sinon on la mettra dans le FAQ. L'approvisionnement en oxygène des pays pose-t-il problème également? Aujourd'hui, non, on n'a pas eu de remontée spécifique. On a eu quelques remontées à l'époque du Grand Est où il y avait eu quelques problèmes, effectivement, d'approvisionnement en oxygène, mais pour l'instant, on n'a pas de problème d'oxygène, en oxygénothérapie, en tout cas. Très bien. Écoutez, voilà un petit tour d'horizon sur les questions d'approvisionnement. Si vous voulez bien, on va évoquer maintenant la continuité des soins. En cette période très perturbée de la continuité des soins, liée notamment au confinement, je voudrais vraiment saluer l'accessibilité des soins grâce aux pharmaciens d'officine, l'accès aux médicaments et bien évidemment des laboratoires de biologie qui ont continué à exercer pendant ces temps de confinement, continuer à accueillir la population, continuer à rassurer. Le métier d'officinal que certains d'entre vous qui êtes connectés là connaissez parfaitement, et tout en arrivant à appliquer dans nos officines les mesures de distanciation sociale, les mesures barrières, etc. Donc un vrai effort des pharmaciens pour assurer cette continuité des soins, absorber cette nouvelle organisation. Et je veux penser, par exemple, au renouvellement des ordonnances et toutes ces mesures que vous connaissez parfaitement, qui d'ailleurs ne génèrent pas tellement de questions ce soir. Donc, le processus a l'air d'être bien mis en place. Néanmoins, il y a une disposition qui a été peut-être un peu plus compliquée à mettre en place. C'est celle qui, pour les médicaments de rétrocession de PUI, qui devenaient accessibles à l'officine. Patrick, on a effectivement quelques questions. Est-ce que tu peux nous exposer plus précisément ce dispositif un peu particulier dans cette période de confinement? Oui, c'est un dispositif exemplaire qui montre bien que les pharmaciens et toute la chaîne du médicament s'est bien mis en place et assez rapidement. Alors, le schéma, c'est lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de PUI et qu'il a une prescription qui est arrivée à son terme, il doit en premier lieu prendre l'attache de la pharmacie d'officine proche de son domicile, de son choix, qui va transmettre par voie dématérialisée une copie de l'ordonnance à la PUI qui a procédé au dernier renouvellement du médicament. La PUI va procéder à la dispensation, à la facturation à l'assurance maladie du médicament, bien sûr, mais elle va préparer surtout le traitement du patient dans un emballage qui garantit la confidentialité du traitement, la bonne conservation du médicament et la sécurité du transport, avant de le confier à un grossiste répartiteur qui sera en capacité d'assurer dans les meilleurs délais la livraison du médicament à la pharmacie d'officine désignée. Le pharmacien d'officine prévient le patient et délivre le médicament sur présentation d'ordonnance. Schéma qui paraît effectivement simple, mais qui montre bien la complémentarité de nos métiers. Merci Patrick. Alors j'ai une question justement encore sur ce point précis, donc je te la livre. Si un dispositif de portage à domicile des traitements en rétrocession avait été mis en place avant la crise sanitaire, la PUI aurait-elle dû l'abandonner au profit de ce dispositif? Évidemment non, si le dispositif de portage qui avait été mis en place est conforme aux impératifs de qualité et de sécurité. L'important, c'est bien que les patients n'aient pas d'interruption dans la continuité de leur traitement chronique. Donc, si le système fonctionnait bien, continuez à le faire fonctionner correctement. Très bien. Laure, une question aussi pour toi qui revient. Le transport, donc on a compris que c'était le grossiste répartiteur, mais pas que. Ou comment le pharmacien peut s'organiser?
Alors, effectivement, il y a plusieurs solutions. Donc, une des solutions, c'est de solliciter les grossistes répartiteurs, comme l'expliquait Patrick, pour la prise en charge à la PUI des médicaments de rétrocession hospitalière. À ce moment-là, la PUI doit normalement faire appel aux grossistes qui le livrent habituellement. Et c'est là où il peut y avoir une difficulté, c'est que le grossiste doit alors livrer l'officine du patient, alors même que celle-ci n'est pas forcément cliente du grossiste. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément sur sa tournée et ça peut générer quelques complications. Néanmoins, c'est bien rodé, ça fonctionne bien. Et ce qu'on constate, c'est que l'appel à ce circuit de distribution est vraiment très variable selon les PUI. Après, je sais qu'il y a d'autres systèmes qui sont en place et notamment la PUI peut également faire appel directement à des transporteurs, par exemple, pour livrer les patients directement. Très bien, merci Laure. Alors Pierre, dans les mesures effectivement exceptionnelles liées à cette période, le renouvellement des traitements, quelles sont les questions de nos confrères auxquelles tu souhaites répondre précisément sur ce point? Répondre précisément, ça sera difficile, tellement il y a de mesures qui ont été mises en place, justement, des mesures, tu l'as bien rappelé, hein, qui sont dérogatoires et exceptionnelles. Toutes ces mesures, elles sont résumées sur la foire aux questions du site de l'Ordre. Les pharmaciens peuvent aussi éditer un tableau qui est très pratique, qui leur rappelle chaque mesure associée à chaque molécule. Je voudrais rappeler ici quelque chose de très important. Ces renouvellements exceptionnels des traitements chroniques, c'est bien exceptionnel qu'il faut le faire. Et maintenant que les choses sont en train peut-être de se renormaliser par rapport aux médecins généralistes qui rouvrent leur cabinet petit à petit, il est important que le pharmacien se rappelle de son métier et se rappelle de l'observance et se rappelle de la relation avec les médecins généralistes. C'est important de garder ce tissu relationnel avec le médecin généraliste. On garde la possibilité d'utiliser ce système de renouvellement exceptionnel, mais n'oubliez jamais de vous rapprocher et d'informer le médecin et de vous rapprocher de lui au moindre problème évoqué par le patient. Merci Pierre, tu disais qu'effectivement les choses pourraient se normaliser assez rapidement. Jérôme, tu peux nous dire jusqu'à quand on va pouvoir faire ce renouvellement? Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Eh bien, pour l'instant, rien n'a encore changé, c'est jusqu'au 31 mai et rien ne va s'arrêter le 11 mai, surtout pas. Très bien. Merci Jérôme. On a quelques questions, pas nombreuses, sur ce nouveau dispositif aussi lié aux interruptions volontaires de grossesse. Comment ça se passe au comptoir? Quelles sont la vigilance que doit avoir le pharmacien qui va dispenser du coup ces médicaments? Ça, c'est quelque chose d'assez inédit, c'est jamais simple, bien évidemment. Encore une fois, on sait que les pharmaciens d'officine sont bien sûr très très vigilants et à l'écoute dans l'accompagnement. C'est un dispositif qui se réalise si le dispositif habituel et les traitements habituels qui sont normalement délivrés par les soignants ne sont pas réalisés comme cela. Donc quand c'est empêché, la patiente peut donc venir à l'officine. Tout est résumé, bien précisé, bien fléché sur les deux sites Medispar et les sites du CESFAM que je vous recommande bien sûr de regarder aussi très régulièrement. Merci Jérôme. Alors Philippe, comment ça s'organise aussi dans vos laboratoires, principalement dans les maladies justement chroniques hors Covid? Alors, très occupé par le Covid, avec les modifications de procédures d'accueil des patients et beaucoup de difficultés. Et je dois dire que nos confrères ont fait preuve de beaucoup d'adaptation et nous maîtrisons relativement bien la situation à ce niveau-là. Ceci étant dit, nous avons malgré tout toujours des malades
Et il est important que nos confrères, et c'est ce qu'ils font, soient toujours en situation de maintenir une offre à la population. En termes de besoins sur les maladies non seulement chroniques, mais toutes les maladies qui apparaissent, un infarctus ou autre, d'une manière non prévue. Et donc, il est important que nos confrères, et c'est ce qu'ils font, sont à l'écoute de la population et accueillent les patients toujours. En même temps que le Covid, c'est pas facile à gérer, mais on s'est organisé pour ça. Il y a une maintenance, on maintient les sites ouverts et on essaye vraiment de maintenir notre service à la population. Voilà. Donc globalement, on y arrive assez bien et je suis quand même assez fier de nos confrères. Alors, justement, Philippe, reste là, puisque c'est la parfaite transition pour notre deuxième sujet. On vient de voir tout ce qui est approvisionnement et continuité des soins dans ce contexte Covid. Et on va parler du deuxième sujet transverse, les tests. Énormément de questions sur les tests, évidemment, et la population s'interroge également sur ces tests et nous répercute notamment aux officinaux la question sur ces tests dans la perspective du déconfinement. Avant toute chose, Philippe, qui peut effectuer les prélèvements nasopharyngés? Alors, les prélèvements nasopharyngés ont pour but de tester, de dépister de manière directe le virus dans le tractus respiratoire. Donc, au niveau du nasopharynx, c'est un prélèvement délicat, pas forcément facile à réaliser. Il faut le faire d'une manière, il faut être entraîné pour cela. Et ça conditionne de manière essentielle la sensibilité et la qualité du résultat. Et donc, seuls les biologistes peuvent le pratiquer, de même les biologistes médicaux, de même que les infirmiers. Et ce prélèvement doit être réalisé pendant les symptômes, mais il peut être réalisé aussi après, parce que le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a également des porteurs. Mais pour l'instant, la consigne pour qu'il soit réalisé, parce que malgré tout, on est en manque de réactifs, on en a de quoi faire, mais peut-être pas assez pour faire d'une manière complètement élargie. Donc, c'est sur les personnes symptomatiques, et c'est ça le challenge, c'est de dépister toutes les personnes symptomatiques sur le portage du virus pour les isoler et isoler les cas contacts. C'est la suite sans doute que nous allons évoquer dans le cadre de la gestion du déconfinement. Et oui, et effectivement, la continuité et les questions que tout le monde se pose, c'est les tests sérologiques. Donc, si tu peux nous faire un point sur ce sujet, et évidemment, la question pour nos confrères officinaux, les officinaux auront-ils accès aux tests sérologiques, évidemment ceux validés par le comité national? Alors, le principe n'est pas forcément que les officinaux aient accès. Le principe est l'intérêt de santé publique par rapport à ces tests sérologiques. Et après, l'objectif donc étant celui-là, c'est par qui, de manière à le faire le mieux possible dans les conditions de sécurité les plus adéquates. Il se trouve que ces tests sérologiques pâtissent, et ça il faut le savoir, d'une fiabilité extrêmement médiocre pour l'instant, pas tous, mais il y en a un certain nombre. Ils sont en cours d'évaluation au niveau de l'ANSM, et du centre, en particulier des centres de référence. Ceci étant dit, ces tests sérologiques, même s'ils sont validés en termes de fiabilité à détecter les anticorps, ils auront toujours des faux négatifs, ils auront toujours des faux positifs. Et surtout, ces tests sérologiques, la question c'est à quelle question doivent-ils répondre? Et là, ça se devient très compliqué parce que lorsqu'un test sérologique, lorsque quelqu'un sera positif, on pourra dire qu'il a été en contact avec le virus, et vraisemblablement ce sera le cas parce qu'il y aura peu de faux positifs, mais surtout on ne pourra pas dire s'il est quand même porteur du virus. Il y a des risques que les personnes qui sont détectées positives considèrent qu'ils sont en situation de complète liberté vis-à-vis des mesures diverses et variées, de ne pas porter le masque, etc., et de contaminer d'autres personnes. De même, les faux négatifs
peuvent éventuellement, par exemple, si on teste dans une maison de retraite, si on fait des sérologies sur tous les patients, on aura des négatifs. Et qu'est-ce qu'on fait? On va les mettre tous ensemble avec les négatifs. Donc, le test sérologique en soi ne répond pas à la question de santé publique pour l'instant, d'autant qu'on ne sait pas encore si les anticorps sont protecteurs. C'est tous ces points qui ont été repris par l'HAS et par l'OMS. L'HAS a bien dit que pour l'instant, il n'avait pas de place dans la stratégie et que et que vraisemblablement, ça sera difficile de leur en trouver. Clairement. Et quand l'OMS disait tester, et c'est la confusion globale qu'il y a eu à ce niveau-là et qu'il faut vraiment combattre au niveau des médias, parce que quand on parle de tests, on parle d'une manière générique, et il faut faire une différence majeure entre les tests de recherche directe du virus, que sont les tests PCR, et les tests sérologiques, qui sont des tests indirects, qui prouvent qu'il y a eu un contact. D'autant plus, sachant que seulement à environ 3% de la population française a été en contact avec le virus, je vous laisse imaginer la pertinence des tests. Il est dit aussi que ces tests peuvent avoir un intérêt épidémiologique. Ça, c'est tout à fait exact. Mais il n'est pas besoin de tester des dizaines de milliers de personnes. Il suffit de dépister quelques centaines, un échantillon dans chaque région pour avoir une idée de la séroprévalence du Covid dans cette population. Et donc, quand on sait que la plupart des régions ne sont concernées que pour 3% de la population, je laisse imaginer la vanité de la réalisation du test en question, avec toutes les réserves qu'il y a sur le caractère immunisant, sur le fait que ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas porteurs, etc. Donc voilà, même si à la fin, on arrive à valider des tests sur le plan de la fiabilité, en termes de performance, pas trop de faux négatifs et pas trop de faux positifs, et avec une sensibilité correcte. Le problème, c'est vraiment l'utilité de ces tests. Alors, c'est ce qui est dramatique, c'est qu'il y a une demande de la population, et parce que la population est très mal informée à ce sujet, parce que les médias et parce qu'il y a aussi, il faut le dire, éventuellement, une démarche un peu démagogique de la part des pouvoirs publics qui ont maintenu la confusion entre les deux modes de dépistage, les deux modes de test, pour indiquer que finalement il y aura des tests, oui, mais lesquels? Les tests sérologiques, il y en aura largement, mais ils ne seront pas utiles. Et les tests Covid, de dépistage du virus, on en aura suffisamment pour opérer la phase de déconfinement en traquant, parce que c'est ça l'essentiel, toute réémergence. Merci Philippe. On voit bien que c'est un sujet qui continue d'être largement débattu au fur et à mesure de l'avancée des connaissances. On rappelle que bien évidemment c'est un virus nouveau, que beaucoup de choses restent à découvrir et donc évidemment toute la technique et l'intérêt des tests restent en pleine évolution. Donc on vous tiendra informé bien évidemment de la manière la plus scientifique et la plus fiable possible au fur et à mesure de l'évolution. Je vous propose de passer à un autre thème transverse énormément débattu partout. C'est le sujet de l'actualité Covid, ce sont les masques. Alors, voilà, tout le monde parle de masques, on ne parle plus que de masques partout, c'est la préoccupation qui est bien naturelle. La population demande à être protégée avec ces masques et tous les jours, c'est la question. Que pouvons-nous faire, nous, officinaux, pour répondre à cette inquiétude, à cette demande, dans un contexte où, on l'a tous compris, les masques sont une denrée rare depuis le début, même si les choses commencent à s'améliorer maintenant, grâce d'abord à la réquisition, puis aux importations qui sont possibles. Alors, 4 grandes questions. On a essayé de regrouper vos questions autour de 4 grandes thématiques. La distribution des masques aux professionnels de santé issus de l'État, le stock État. La vente des masques, que pouvons-nous vendre, très clairement. La distribution donc des masques grand public, donc ce qu'on appelle maintenant les masques grand public, les masques barrières, enfin bon, il y a plusieurs terminologies.
La distribution pour le compte des collectivités. Vous savez que le président de la République a sollicité les municipalités pour distribuer des masques. Voilà, ce sont les grands 4 questions qu'on va tenter de répondre, qui sont somme toute finalement assez claires quand on comprend la logique, mais c'est un sujet qui est tellement compliqué à cause encore une fois de la rareté, à cause de la pression qu'on subit, donc qui mérite effectivement qu'on s'attarde un petit peu sur cette question. Alors, premier sujet, donc les masques stock État que nous distribuons donc dans les officines pour les professionnels de santé. Une question, pourquoi est-ce que cette liste a évolué de personnes qui étaient bénéficiaires de ces masques toutes les semaines quasiment au travers de ces DGS urgents? Comment on l'explique? Pierre, est-ce que tu peux nous dire un mot? Oui, je pense que en fait c'est l'urgence qui a provoqué ce tâtonnement et surtout la rareté de la ressource, l'évolution des consignes en fonction des connaissances qui ont perturbé la définition d'une stratégie stable. Après certaines distributions décriées, vous vous rappelez, on a eu une première distribution suite à l'appel du ministre à toi-même, Karine, et auquel tu as répondu très positivement du jour au lendemain avec l'aide des répartiteurs. On a réussi à amener jusqu'aux pharmacies des masques destinés en priorité aux médecins généralistes. Je me rappelle plus au début quelle était exactement la liste. Cette liste a donc évolué. On a utilisé un autre circuit de distribution qui s'est pas trouvé très convaincant. Et enfin, l'État a reconnu déjà que la filière pharmaceutique était la plus adaptée pour tendre à l'harmonisation de la répartition vers les professionnels de santé. Déjà, une harmonie vers les officines. Merci Pierre. Je voudrais m'adresser à vous, les présidents. Vous voyez dans le chat qu'il y a beaucoup de questions qui apparaissent. Si vous voulez les noter précieusement et y répondre quand on sera dans les parties spécifiques métiers. Voilà, c'est pour rassurer les gens, les auditeurs ou les internautes qui nous regardent. Je vois bien les questions qui arrivent, nous les voyons bien et on va essayer de suivre parce qu'on est un petit peu en retard sur le programme. Donc, mais encore une fois, hein, on les note au fur et à mesure et les présidents y répondront consciencieusement, soit ce soir, soit dans la foire aux questions ultérieurement. Donc, Laure, la distribution en gros a été énormément sollicitée dans cet approvisionnement. J'en profite pour saluer le travail exceptionnel qui a été fait, notamment la première semaine. Je me souviens encore des conditions dans lesquelles ça s'est passé et de pouvoir acheminer autant de masques d'une façon en si peu de temps partout en France, c'était vraiment un vrai challenge. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, comment les choses se passent et est-ce qu'on a une visibilité sur la suite? Alors, je dirais qu'on est rentré un peu dans une routine des masques, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire que nous avons été sollicités par Santé publique France pour la distribution des masques d'État, c'est-à-dire masques chirurgicaux en beaucoup plus grand nombre et masques FFP2. Et ça, pour tous les masques qui sont à destination des professionnels de santé en ville. Ce qui est important, c'est qu'il y a une intervention qui est vraiment concertée entre Santé publique France, un dépositaire et la CSRP, le syndicat représentatif des grossistes répartiteurs, ainsi que les principaux grossistes répartiteurs, afin d'assurer la répartition et le flux physique en flux poussé vers les pharmacies d'officine. À ce jour, on a déjà réalisé plus de 6 opérations de dotation. Alors pour les pharmaciens d'officine, il ne faut pas être étonné si ce n'est pas votre grossiste habituel qui vous livre ces masques, puisque effectivement c'est une liste qui est établie et attribuée aux principaux grossistes, et ce sont des flux poussés vers les officinaux. Alors je voudrais également profiter d'avoir la parole sur les masques pour aborder également un autre sujet, c'est la protection des personnels, des collaborateurs qui sont potentiellement à risque
dans nos filières de distribution. Donc, je pense en particulier à nos chauffeurs, à nos préparateurs de commandes qui peuvent être en contact rapproché. Et on a essayé par plusieurs canaux de demander d'avoir une dotation de masques chirurgicaux. Malheureusement, que ce soit à travers la CSRP, à travers l'Ocsanté, à travers l'Ordre, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse positive. Alors, on a d'autres cas également où la distribution en gros est sollicitée, et notamment les grossistes répartiteurs qui sont sollicités par les ARS dans certaines opérations régionales. Par exemple, pour la distribution de masques provenant d'un stock ARS ou de dons d'entreprise, ça a été le cas par l'ARS PACA, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est ou Normandie. Également, on a été sollicité pour la distribution de gel hydroalcoolique par les ARS Grand Est, Val-de-Loire ou Pays de Loire, et aussi par les présidents de régions, comme dans les Pyrénées-Atlantiques, la Vienne, la Drôme, et cela pour la distribution de masques. Alors, un des éléments importants qui est une condition de succès de ces opérations, c'est d'impliquer le grossiste répartiteur dès l'élaboration du schéma de distribution. Parce que si on arrive après l'élaboration de ce schéma, c'est pas forcément efficient, en tout cas par rapport pour pouvoir le rentrer dans nos systèmes de distribution. Merci Brigitte, merci Laure, pardon. On a été tous, les officinaux ont été bien évidemment choqués que les préparateurs n'aient pas été destinataires de ces allocations. Grâce à l'intervention de l'ordre et des syndicats et des demandes répétées, on a enfin des dotations pour les préparateurs. Évidemment, les pharmaciens d'officine ont partagé, du moins je l'espère, partout, leur dotation avec les préparateurs. Jérôme, tu veux nous dire un mot peut-être aussi sur l'organisation peut-être des officines et des équipes dans ce contexte indispensable de protection des personnes qui sont à l'officine? On a effectivement, tu l'as rappelé, alerté à plusieurs reprises. Il fallait que toute l'équipe, absolument toute l'équipe, soit protégée. Fort heureusement, Laure l'a évoqué aussi, il y a une petite amélioration sur l'attention d'approvisionnement de la profession en masques. Et donc, on a fini par être entendu et la liste des professionnels a donc été étendue et on peut que se féliciter qu'enfin les préparateurs en pharmacie et les étudiants, nos stagiaires, soient naturellement aujourd'hui bien ciblés. D'une manière générale, toute personne qui exerce et qui est inscrite à l'ordre et dont l'activité nécessiterait le port du masque, bien sûr, doit pouvoir se procurer de la même manière des masques. Merci Jérôme. Pierre, en quelques mots, pour essayer d'arriver sur la vente des masques, qui est évidemment le sujet que beaucoup de nos confrères se posent. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce qu'on fait si un pharmacien a des masques qu'il n'a pas distribués? Je parle bien évidemment toujours de ces stocks états. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fléché les professionnels de santé vers une pharmacie pour justement limiter cette situation? Est-ce que tu peux nous dire rapidement des informations notamment très précises? Qu'est-ce qu'on fait des stocks qui nous restent? Là encore, c'est l'urgence qui a prévalu dans un premier temps. Donc, il fallait aller rapidement, il fallait envoyer les masques aux officines et pas forcément le nombre de masques équivalent à la population sanitaire autour de l'officine. L'ordre a insisté pour qu'on trouve un système plus adapté. On y est enfin arrivé avec la mise en place la semaine dernière avec le site Amélie ou alors avec les propositions ordinales comme GoMasque en PACA ou les propositions de professionnels, l'URPS en Île-de-France et Grand Est, qui vont permettre une meilleure répartition et des meilleures remontées statistiques pour savoir où sont les besoins.
les masques qui sont en trop dans certaines officines, eh ben, ces systèmes dont les pharmaciens peuvent trouver justement le lien sur notre site de l'Ordre, ces systèmes permettent aux pharmaciens de voir quelle est l'officine la plus proche qui a un stock, et il peut à ce moment-là orienter un professionnel de santé pour lequel il n'aurait pas pu répondre. Voilà le but de ces recueils statistiques de dispensation des masques aux professionnels de santé. Ok, donc on utilise Amélie Pro ou les autres systèmes dans les régions et on dépanne les confrères, on envoie les professionnels de santé vers les confrères pour une utilisation au mieux de ces stocks État. Alors, le sujet de la vente des masques. Évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe tous et on voudrait tellement répondre aux besoins de la population. Pierre, quand aurons-nous le droit de vendre des masques chirurgicaux? C'est Jérôme qui va te répondre à cette question. Ah, Jérôme, alors pardon, je fourche, je louche. Autant désolé Jérôme, j'ai mes yeux qui regardent pas au bon endroit. La question est très difficile en fait, c'est pour ça que je vais essayer d'y répondre. Mais pour le cas précédent, ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'aujourd'hui, et pour cette question-là, la même chose, rien n'a changé, et surtout pas après le 11 mai. Donc aujourd'hui, la doctrine, elle reste claire, il faut que tout le monde l'entende bien. Rien n'a changé car on attend toujours une sécurisation, une stabilisation de la ressource en matière de masques chirurgicaux. La priorité, ça reste naturellement, encore une fois, de pouvoir fournir aux professionnels de santé. Il en manque encore, ici ou là, bien évidemment. Et donc, même s'il y avait des dotations dans un certain nombre de pharmacies qu'on pourrait obtenir quelque part, d'une certaine manière, naturellement, ce stock serait très très vite insuffisant pour couvrir la demande de la population. Donc il ne faut pas entretenir différents discours. Aujourd'hui, la doctrine est très claire. Il y a par contre aussi des masques qui arrivent de dotation ARS, et là on nous a posé tout à l'heure cette question, c'est toujours la même chose, que ce soit l'ARS ou le stock d'État, c'est toujours bien sûr la même quantité de masques à remettre aux professionnels de santé. C'est ça la doctrine ce soir. Ça va peut-être évoluer. Mais alors, en même temps, on comprend la frustration des pharmaciens qui voient notamment des distributeurs afficher la possibilité de vendre. Pierre, cette réquisition, alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je la comprends pas et je suis complètement offusqué. L'Ordre et les syndicats professionnels ont demandé à l'État, puisque l'État nous a mis à partie pour distribuer ces masques vers les professionnels. Et nous, on comprend pas pourquoi d'autres circuits distribuent des masques alors que nous sommes bloqués. En fait, les mesures de fin de réquisition, elles sont pas forcément très claires. Et puis, les gens qui distribuent ces masques, ce sont des distributeurs commerciaux. Et c'est là la grosse différence. Nous sommes pharmaciens. Ces distributeurs, ils ont pas les mêmes soucis qu'ont les pharmaciens, acteurs de santé publique. À nous, on nous a donné une mission de prioriser la distribution de la ressource vers les professionnels de santé. Et là, il faut encore le répéter, tant que cette ressource n'est pas stabilisée, la règle c'est non, nous ne pouvons pas vendre, nous, les pharmaciens, directement. C'est pas parce qu'on va vendre quelques masques aux uns et aux autres et qu'on ne répondra pas à une demande bien légitime qu'on sera plus grandi. L'important, c'est de garder ce cap, de prioriser pour les professionnels de santé. Mais est-ce que les groupements, par exemple, sans flécher les pauvres, les groupements, hein, qui cherchent eux aussi à trouver des solutions. D'ailleurs, tu évoqueras peut-être, Pierre, la conversation qu'on a eue. Quand on dit que les masques peuvent être vendus, donc du coup, c'est pas exact. Non, parce que il faut que les pharmaciens restent sur cette décision. Par contre, rien ne vous interdit, rien n'interdit les pharmaciens d'en acheter. Quant à les vendre, nous restons dans le respect de la consigne du ministre, qu'il a encore rappelé ce dimanche lors de son intervention. Il a encore rappelé à l'Assemblée nationale mardi dernier. Il serait illusoire de faire croire qu'en l'état de constitution des stocks, nous soyons en mesure de répondre à l'équipement sanitaire de toute la population. Pire, nous risquerions
de déstabiliser l'équipement des professionnels de santé à l'heure actuelle. Donc, il faut attendre la consolidation des stocks. Je le répète, hein, mais c'est ça qui est important. Et il faut attendre la consolidation de la doctrine d'équipement de la population dans la perspective du déconfinement. Quant aux syndicats, Karine, tu m'as posé la question aux syndicats de groupement. Tu me permets d'annoncer la discussion que nous avons eue avec les représentants des groupements, avec les représentants des syndicats. Nous avons ce soir signé tous ensemble un communiqué de presse qui maintient cette doctrine en attendant un approvisionnement que les groupements nous ont annoncé, un approvisionnement de masse pour permettre à toutes les officines, à tous les endroits, de pouvoir, dans le cadre où on ouvrirait la vente aux pharmaciens, de pouvoir répondre équitablement à tous les patients. Et donc, depuis hier soir, nous avons discuté hier soir de ça, et les groupements ont répondu présent, les syndicats ont répondu présent, ils ont tous signé ce communiqué de presse que vous allez avoir dans la presse professionnelle dès demain et dans la presse publique dès demain. Donc, il n'y a plus de quiproquo. Tout le monde est d'accord pour avoir le même signal fort. On conserve la ressource pour l'instant aux professionnels de santé et on essaie de s'équiper, de se procurer des masques pour toute la population quand le marché nous sera ouvert. Bon, je crois que c'est très clair, hein. Effectivement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir sur le sol français suffisamment de masques chirurgicaux pour toutes les officines et pour toute la population avant de se lancer dans la vente et de créer quelque part une attente que nous serions pas capables de tenir dans la durée pour cause de stocks insuffisants sur le territoire. Je vous propose de passer au deuxième sous-sujet des masques, c'est-à-dire les masques alternatifs ou les masques barrières. Jérôme, cette fois-ci, je vais essayer de pas me tromper. On va pouvoir les vendre, ces masques alternatifs, n'est-ce pas? C'est sûr que ça simplifierait la question précédente. Et là encore, nous sommes, quitte de décevoir tous nos confrères, tous nos interlocuteurs, nous sommes toujours dans l'attente, alors que depuis le 6 avril, nous avons écrit encore une fois au ministre. Nous attendons donc que ce ministre modifie un arrêté du 15 février 2002 qui liste les marchandises que l'on peut trouver et que l'on peut vendre dans les officines. Donc, nous attendons encore ça, nous attendons véritablement que cette doctrine évolue et il est clair qu'à partir du moment où ce dispositif et cette vente serait possible, alors ça changerait tout. À condition, et là c'est très clair, nous l'avons demandé, nous l'avons précisé, à condition que ce soit des masques certes non sanitaires, mais très conformes à des spécifications techniques, qui soient fabriqués de manière naturellement industrielle et délivrés dans le cadre de campagnes de santé publique. Voilà. Donc, si tout ça est réglé, si tout ça est entendu, je pense que visiblement, c'est quelque chose on doit être optimiste, obtenir dans très peu de temps maintenant et espérons autour du 11 mai ou peu de temps après. Je sais que tu sais faire. Alors, ouais, justement, je pense qu'on a progressé finalement très vite sur cette question-là. Donc j'ai de très bons espoirs pour que l'arrêté soit pris très rapidement, puisqu'on est, vous l'avez entendu, hein, à l'Assemblée et au Sénat, Olivier Véran a confirmé que les pharmaciens allaient vendre ces masques alternatifs, et nous sommes dès aujourd'hui en contact avec les services du ministère pour la rédaction de cet arrêté. Donc, on en est à la rédaction. Donc, reste à attendre la publication, mais qui, j'espère, va être imminente. Alors, bien sûr, il y aura aussi la question de ces stocks de masques alternatifs également, puisque vous l'avez constaté, c'est un peu la ruée sur ces stocks aussi. Mais l'important, c'est qu'on contribue bien évidemment à cet effort d'équipement de la population. Justement, puisqu'il y aura beaucoup de choses sur le marché, Jérôme, est-ce qu'il y aura des normes particulières
et notamment pour les officines sur ces masques alternatifs? Oui, on l'avait déjà énoncé, bien sûr, il faut que ça soit très clair, très précis. Encore une fois, une qualité, on est dans la santé publique et surtout faire une grosse différence. Il n'y ait pas de confusion avec les masques artisanaux qui ont leur raison d'être, c'est des bonnes volontés, mais ça n'a rien à voir. Ça ne doit pas se trouver dans les officines. Nous, bien évidemment, ça sera des masques qui répondront à des normes. On l'a déjà entendu dans la presse ou certaines structures. On connaît bien tous, sont en train déjà d'en fabriquer. Donc voilà, maintenant j'espère que c'est plus que pour quelques jours, quelques semaines au maximum. Et soyez confiants et soyez courageux, on va y arriver tous ensemble. Donc effectivement, on comprend qu'on sera nombreux. Je vois des questions sur les buralistes à qui on va visiblement proposer aussi la vente de masques. L'intérêt de la pharmacie, c'est d'être différenciante et de proposer justement des masques alternatifs de qualité, de haut pouvoir filtration, mais surtout d'accompagner avec le conseil du port du masque, qui n'est pas simple, et aussi qu'en aucun cas le masque barrière ne remplacera pas la distanciation sociale et les gestes barrières, et notamment le nettoyage et le lavage des mains réguliers. Donc c'est là où on aura tout notre intérêt dans cette distribution qualitative et accompagnée de nos conseils. Alors, depuis là aussi les annonces du président de la République, les mairies vont distribuer ces masques. Il vous a pas échappé, à certains d'entre vous déjà, que parfois les mairies se tournent vers les pharmaciens pour les aider dans cette tâche. Est-ce que, Pierre, tu as des conseils à donner aux pharmaciens quand ils sont sollicités par une mairie? Oui, notre position, elle est de permettre aux pharmaciens de distribuer, le cas échéant, gratuitement les produits qu'ils ont eux-mêmes le droit de vendre. Donc, il faut déjà attendre cet arrêté qui nous permette de vendre ces produits. Et si par hasard, dans le cadre d'une campagne de santé publique, une mairie sollicite à un endroit particulier des pharmaciens, je pense qu'il est important de ne pas se faire imposer la chose et de ne pas nous la faire imposer n'importe comment. On ne peut pas mettre en danger les pharmaciens, par exemple, que les mairies nous donnent une quantité de masques et que ça soit à nous de les répartir à la population en fonction de tel et tel critère, on n'en sait rien. Donc, tout ça, ça doit se faire en relation étroite entre les syndicats locaux, les syndicats de pharmaciens, les URPS et les mairies en amont. On ne peut pas se faire imposer quelque chose sans le vouloir. Bien sûr, on doit participer, hein, c'est mon avis, dans certains cas, ça ne sera pas possible, tellement la demande risque d'être importante, soudaine. On ne peut pas non plus mettre en danger l'activité quotidienne de nos officines. Donc voilà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ça soit vraiment région par région, localité par localité, et les choses doivent bien se passer. Et quand on ne peut pas apporter un service de sécurité dans le cadre de cette distribution de masse, parce que ça va être une distribution de masse, on doit effectivement s'abstenir. Oui, donc en résumé, Pierre, si tu me permets, c'est la plus grande prudence face à cette mission qui pourrait nous être demandée. Prudence de sécurité dans les officines, prudence de ne pas faire le travail quelque part qui a été confié aux élus, et je pense à la traçabilité qui pourrait être demandée autour de la distribution de ces masques, etc. Voilà, ça peut être tout d'un coup des centaines et parfois des milliers de personnes qui pourraient du coup converger vers nos officines et, comme tu le disais, Pierre, donc perturber profondément notre travail quotidien déjà bien lourd en ce moment. Donc grande prudence sur ce sujet. Et si c'est le cas, effectivement, il faut parler avec vos représentants locaux, syndicaux, ordinaux, pour voir dans quelle mesure ça pourrait être fait, à quelles conditions, encore une fois, en toute sécurité, on ne le dira jamais assez. Écoutez, sur l'outre-mer, Brigitte, peut-être, est-ce que tu veux faire aussi un point sur les masques et parler de l'approvisionnement en masques en outre-mer? Très vite, hein. Je voulais juste dire que, comme l'a dit Laure, en collaboration avec Santé
publique France, les répartiteurs, les ARS, les URPS. En Outre-mer, on en est à notre 4e dotation de masques d'État. Ces masques ont été distribués la plupart du temps par les grossistes répartiteurs, parfois les ARS et dans certains de nos départements par les URPS. Donc vous voyez, il y a une très bonne cohésion entre nous tous. On a également eu des dons de la région Île-de-France. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bah, merci beaucoup, c'était important. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième grande partie de cette soirée et on va revenir plus précisément sur certains de nos métiers. On va quitter les sujets un peu transverses et revenir effectivement métier par métier. Alors, on va commencer par Philippe. Est-ce que tu veux peut-être compléter des questions qui auraient été adressées par les biologistes sur les tests? Oui, biologiste ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui sont intéressés de manière diverse. Il y a une question qui concernait les faux positifs dans la PCR. Il peut y avoir des faux positifs, c'est possible, mais j'allais dire c'est pas important. J'allais dire autre chose, on s'en fout, parce que en fait le but c'est vraiment de traquer tout sujet qui pourrait être infectieux. C'est là le sujet majeur du déconfinement et d'éviter un regain de l'épidémie. Donc, même si par un peu excès, il peut y avoir des faux positifs parce qu'il reste de l'ARN non viable qui est détecté, c'est possible, c'est pas prouvé, mais ça reste ça. Mais à la limite, c'est pas très important. Le but, c'est que d'éviter les faux négatifs et en particulier ces faux négatifs peuvent exister. Il en existe une partie qui est pas négligeable et qui peuvent être améliorées par une sérologie conjointe. Mais cette sérologie et cette PCR menées de front en même temps n'ont qu'un seul but, c'est détecter l'infection active. C'est ça qui est très important et c'est ça qui est fondamental. Et pour ça, il faut que ce soit fait dans les manières de fiabilité les plus reconnues, avec une maîtrise, avec une traçabilité des réactifs, avec une bonne traçabilité des patients, avec toute l'infrastructure des laboratoires. Et c'est essentiel. On ne peut pas faire de l'artisanat sur ces sujets-là. Ça permettra d'avoir des patients qui seront clairement identifiés, suivis, tracés, et de même que l'utilisation des réactifs en question, tant en PCR que en sérologie. Voilà, ce sera le plus important à faire, c'est éviter la réémergence de l'infection. C'est ce qui est fondamental. Voilà. Merci Philippe. Frédéric, est-ce que tu es toujours avec nous? J'ai vu qu'il y a des petits soucis de connexion, mais il semble qu'on t'ait récupéré. Je suis de retour. Super. Des questions spécifiques pour les pharmaciens responsables? Oui, les pharmaciens industriels, en fait, leur engagement, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que leur engagement, on l'a retrouvé également sur la recherche et développement, en ce sens qu'ils ont été réactifs au sein des sièges des entreprises pour la mise en place rapide d'essais cliniques et la mise à disposition de médicaments dans le cadre de ces essais cliniques, en relation avec les autorités de tutelle, la ANSM par exemple. Ça c'est important. La deuxième chose, c'est leur mobilisation et leur déplacement sur les sites industriels malgré le contingentement pour maintenir la production, pour gérer les importations. Il a été cité longuement les importations et pour essayer de gérer au mieux la demande qui a explosé. On a parlé du mois de mars. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'au mois de mars, par rapport au mois précédent, la médiane malheureusement d'indisponibilité des médicaments n'a pas évolué. Donc, ça veut dire que la mise à disposition et le maintien du fonctionnement des établissements en mode dégradé a permis de passer outre ce grand pic de demande et de revenir et de rester dans une normalité. L'autre chose qui est importante, c'est la coopération. On a la chance d'être ici à l'ordre tous les métiers différents, reconnus. Une coopération importante je citerai avec les sections des distributeurs en gros, hospitalières ou les sections d'outre-mer pour assurer la disponibilité de ces médicaments dans les hôpitaux, dans les officines, en métropole et également dans tous les territoires et départements d'outre-mer. Particulièrement avec la section H et la section C,
concernant la fameuse organisation dont Patrick vous a parlé, l'organisation sur la gestion des stocks et la distribution des produits pour les services de réanimation via les dépositaires vers les PUI, tout ça régulé avec les ARS et l'ANSM. Et puis également, nous communiquons beaucoup avec nos confrères qui nous posent énormément de questions, des questions qui relèvent évidemment de la section B. En lien avec les autorités, on fait le lien avec les autorités pour leur apporter des réponses, notamment dans la foire aux questions, qui est mis à disposition sur le site de l'Ordre. Donc je ne peux que les engager à aller voir le site de l'Ordre. Il y a beaucoup de réponses à leurs questions. Et ces mails qui sont envoyés aux pharmaciens responsables et à l'ensemble des pharmaciens industriels pour assurer la continuité de la fabrication, de l'exploitation et de l'importation des produits ainsi que les livraisons dans les Outre-mer. Merci Frédéric. Brigitte, j'ai vu que tu voulais poser une question plus particulièrement qui venait de tes confrères pour l'Outre-mer. Oui. Est-ce que tu veux revenir dessus? Oui, Frédéric, on reçoit beaucoup de questionnements des confrères d'Outre-mer qui veulent savoir comment vous faites pour approvisionner les départements, les régions d'Outre-mer et les collectivités d'Outre-mer avec les avions qui ont beaucoup diminué et je sais que c'est un problème. Oui, c'est un très gros problème, Brigitte. C'est vrai que tu citais tout à l'heure la diminution des vols commerciaux, puisqu'il y a peu de vols cargo, donc c'est plutôt des vols commerciaux dans lesquels, dans les soutes, on met des médicaments. Il y a des telles diminutions que pour certaines destinations, c'est moins de 1 vol tous les 10 jours maintenant. Donc, tu vois la complexité. Et il a fallu travailler d'abord en échangeant avec toi, en échangeant aussi avec C, et puis en travaillant avec notamment la Direction Générale de la Santé et la NSM pour les alerter et pour après avoir des contacts avec la mission Outre-mer, avoir plus d'informations sur les différents types de planning des différents vols et des contacts également qui ont été pris grâce à la section E avec par l'intermédiaire des délégations, avec notamment les préfets d'outre-mer ou pour les collectivités avec les commissaires, je parle en Polynésie, pour connaître les tenants et les aboutissants des éléments et de la façon d'envoyer au mieux les médicaments sur place, et après de communiquer tout ça, évidemment, à l'ensemble des pharmaciens responsables qui peuvent organiser la distribution vers les Outre-mer. Un gros travail qui a été fait. Et je tiens à te remercier et à tout le travail qui a été fait également par les délégations d'Outre-mer. Merci à tous les deux pour être revenus précisément sur ce point important. Je ne sais pas si Laure a été déconnectée ou pas. Si c'est le cas, je vous propose de passer à Patrick. Laure, on reviendra vers toi bien évidemment tout à l'heure, mais Patrick, énormément de questions pour la section H, notamment autour de ce dispositif, mais pas que, la recherche clinique aussi, les études en cours, beaucoup de questions sur les études cliniques en cours. Comme on n'a malheureusement pas forcément beaucoup de temps, je compte sur toi pour aller à l'essentiel, et puis surtout peut-être on programmera une autre webconférence spécifique pharmacien PUI, à laquelle tout le monde sera invité à se connecter, bien évidemment, mais voilà, si tu peux adresser rapidement ces points. D'accord. Ce que je voudrais déjà dire, c'est quelques mots pour mes confrères de la section H. Depuis la crise sanitaire, moi j'ai conscience de votre application de tous les instants, que ce soit les pharmaciens qui exercent dans les PUI, les établissements de santé et médico-sociaux, le secteur public comme du secteur privé qui s'est beaucoup investi également. Vous aussi, les pharmaciens des centres d'incendie et de secours, les pharmaciens hygiénistes, les pharmaciens de PMI, les pharmaciens de SAPA, tout le monde s'est vraiment bien investi. Et moi, je vous remercie très sincèrement de démontrer encore, si c'était besoin, la qualité et la diversité de notre exercice professionnel. C'est une force. Je veux vraiment saluer votre investissement pour gérer ces situations complexes qui sont générées par ces afflux de patients Covid, tout en continuant à gérer le quotidien et les besoins des autres patients. Alors, dans ce contexte de tension d'approvisionnement, il y avait une question qui demandait jusque quand, vraisemblablement jusqu'à la fin de l'été. Hein, c'est la réponse que nous a donnée le ministère. Donc, on n'est pas parti pour quelques semaines et pour un sprint, on est parti plutôt pour une course de fond. Donc, on agit effectivement de concert avec les équipes médicales et soignantes pour la prise en charge lourde des patients hospitalisés.
On assure l'approvisionnement, la dispensation, on propose des optimisations. Alors, il y avait une question justement sur ça, sur les schémas thérapeutiques. Est-ce que les préconisations doivent être obligatoirement suivies? Oui, elles constituent pas quand même des schémas immuables, hein, elles peuvent être adaptés dans les établissements. Donc, ce sont bien des préconisations qui ont été présentées comme telles par les sociétés savantes. Donc, on préconise également des mesures d'hygiène à l'ensemble des personnels, puisqu'on a des hygiénistes dans le rang de la section H. Et comme tu le disais, effectivement, Karine, on est très mobilisé sur les essais cliniques. Merci Patrick. Donc là, effectivement, je pense qu'on pourra mettre à jour aussi la foire aux questions et parler peut-être des essais cliniques dans ce cadre. On revient alors qui nous a retrouvés. Oui. Laure, des questions plus particulières, plus spécifiques pour les métiers de la distribution en gros? Alors, les métiers de la distribution, en gros, dès le début des problèmes rencontrés, ont mis en place leur plan de continuité d'activité. Ça nous a permis, malgré les difficultés qu'on rencontre, de livrer avec une cadence adaptée les médicaments, les produits de santé, tous les gaz médicaux qui sont nécessaires pour non seulement bien sûr le traitement des patients atteints de Covid-19, mais aussi pour tous les traitements, parce que on n'en a pas toujours bien conscience, mais si la distribution en gros n'est pas là pour aller livrer les PUI, pour aller livrer les officines, eh ben il n'y a plus de médicaments à disposition. Donc vous faites vraiment sans exception preuve d'une mobilisation et d'une coopération et d'un parfait professionnalisme. Et ça, dans le respect de la confraternité et de la déontologie qui est nécessaire à nos métiers. Aussi, vraiment, je veux tous vous remercier avec beaucoup d'enthousiasme et je vous encourage à tous poursuivre vos efforts et votre engagement. Et on montre ainsi notre professionnalisme, notre force et le caractère incontournable, et j'insiste sur ce mot, incontournable, de la distribution en gros dans la chaîne pharmaceutique au service de la santé et des patients. Nous sommes assez méconnus et je profite de la tribune pour nous faire un peu de publicité et mettre en avant l'importance de la distribution en gros dans la chaîne. Ok, message bien passé, Laure. Pierre, il y avait des questions qui sont apparues pendant la discussion. Je ne sais pas si tu les as notées ou si on renvoie à la foire aux questions. Oui, j'ai juste une petite question et puis après, si tu veux, je donnerai mes remerciements aux pharmaciens. Une petite question qui est revenue souvent, c'est sur la validité des ordonnances transmises soit par fax, soit par mail, soit sur les smartphones. Vous savez qu'on nous a donné un petit peu une liberté de ne pas être obligé d'utiliser des messageries sécurisées puisque les médecins sont toujours disponibles par téléconsultation maintenant et qu'on se retrouve face à plusieurs types d'ordonnances. Je dirais le plus important, c'est le bon sens. Le bon sens, l'utilisation des outils, le dossier pharmaceutique qui peut vous permettre de retrouver les délivrances précédentes. Et puis, si vous avez un doute par rapport à la personne, par rapport au traitement, n'hésitez pas, appelez votre médecin. La relation avec le médecin, je le répète encore une autre fois, et avec les infirmières autour de vous, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai un peu honte d'être pharmacien dans les Pyrénées-Atlantiques. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense en priorité aux pharmaciens de l'Oise, aux pharmaciens de l'Île-de-France, aux pharmaciens du Grand Est, qui ont été les premiers à affronter la vague de cette pandémie, la vague brutale. C'est eux qui ont testé tout ce qu'on avait mis en place, tout ce qu'on avait proposé comme aide pour les pharmaciens. C'est eux qui nous ont fait profiter de leur expérience, qui nous ont alertés. On a entendu leurs alertes. Et pour ça, j'aurai ce soir un profond remerciement en priorité pour eux. Je veux aussi remercier donc tous les pharmaciens pour leur pugnacité, leur détermination à assurer leur mission de santé publique, sans peur, sans doute, et en respectant les consignes et messages émanant des autorités. Leur dire aussi qu'ils peuvent compter sur moi pour conserver l'unité de la profession face aux défis créés par cette pandémie. L'intérêt commun doit passer avant l'intérêt particulier. Mon souci quotidien
le souci quotidien de nous tous, responsables ordinaux, le souci quotidien de tous les conseillers ordinaux du territoire, le souci de tous nos instants, c'est de préserver cet intérêt commun afin qu'il bénéficie à la santé publique de la population. C'est notre premier devoir. Demain, je saurai rappeler l'engagement de tous les pharmaciens d'officine dans cette lutte et la profession tout entière en sortira grandie. Merci donc. Merci. Merci à tous les pharmaciens d'officine. Merci pour votre confiance et courage à tous pour relever les épreuves du moment et les défis de demain. Merci Pierre pour ce message. Jérôme, dans ta section, il y a aussi d'autres métiers que les pharmaciens, les adjoints d'officine, les gérants mutualistes, les miniers, les pharmaciens de distribution d'oxygène, très important évidemment en ce moment, le gaz à usage médical. Il y a aussi des questions là sur les pharmaciens, notamment des PDO. On aura l'occasion de les adresser aussi dans la FAQ. Un message? Trois petits points quand même, si tu veux bien, avec un remerciement, pour redire quand même à tous nos confrères officinaux que demain, quand il y aura des masques, il faudra aussi qu'ils accompagnent les patients, parce que il suffit pas d'avoir un masque dans sa poche, faut savoir comment le mettre, le retirer, etc. Aller sur le site du CESPharm. On nous parle souvent, on nous questionne sur le port des gants. L'académie s'est déterminée sur le sujet. L'académie de pharmacie, ce n'est pas recommandé pour délivrer des médicaments. On nous a parlé aussi du droit de retrait. Ça relève surtout du droit du travail. Mais ce que je voulais souligner à cette occasion, plutôt, c'est qu'on a eu de nombreuses propositions, comme le disait Pierre tout à l'heure, de partout, de nombreuses propositions de pharmaciens qui ont été prêts à aller aider d'autres pharmaciens qui étaient en difficulté, éventuellement titulaires ou adjoints, touchés par ce Covid. Donc cela aussi, il faudrait les saluer, les remercier, ainsi que tous ceux qui s'engagent dans la réserve sanitaire. En ce qui concerne nos adjoints, ils ont été au comptoir, ils ont été parfois un petit peu secoués verbalement par un certain nombre de patients, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont toujours eu de l'empathie, de l'écoute. Là, très sincèrement, je veux vraiment tous les remercier du fond du cœur. Ensuite, nous avons reçu beaucoup de messages, nous répondrons. Vous avez des élus en région, des permanents, nous répondons à tout et bien sûr, on ne vous abandonne pas. Et enfin, tu l'as souligné concernant les autres métiers. Alors, il y a aussi, ne les oublions pas, nos pharmaciens mutualistes miniers, bien sûr, nos pharmaciens des organismes de sécurité sociale qui font aussi des POS en ce moment, on ne le sait pas assez. Et puis nos pharmaciens qui dispensent de l'oxygène, eux, ils sont au contact des patients Covid, énormément de difficultés, énormément pour eux, pour se protéger. Je crois qu'il faut les saluer véritablement. Ils peuvent même être amenés à faire de la télévisite parce qu'ils ne peuvent plus aller voir tous les patients. Donc, moi, je suis très, très fier d'eux et je crois que c'était le moment ce soir de leur redire avec tous les autres, bien sûr, que on compte sur eux. Merci à tous. Merci infiniment. Merci Jérôme. Justement, on parlait de travail et de travail à distance, de télétravail. Patrick, tu voulais revenir sur un point sur le télétravail et le remplacement en PUI? Oui, c'est une question qui est pas mal revenue sur le télétravail. Est-ce qu'il est possible de faire du télétravail pour les pharmaciens en PUI? Alors, dans le cas où il est seul dans sa PUI, évidemment, la pratique n'est pas envisageable. Les préparateurs exercent sous la responsabilité et le contrôle effectif du pharmacien, donc en sa présence ou de son remplaçant, et le Code de la santé publique exige la présence du pharmacien dans le locaux de la PUI pour que celle-ci puisse fonctionner. Alors pendant la période de crise sanitaire Covid, en revanche, il est envisageable dans les PUI où il y a plusieurs pharmaciens qui travaillent sur un même site de mettre en place une validation à distance de certaines prescriptions. Alors c'est à déterminer par le pharmacien gérant de la PUI en fonction du contexte de chaque établissement. Il faut bien sûr que les actes pharmaceutiques réalisés au sein de la PUI, comme l'approvisionnement, la délivrance, les préparations, d'autres encore, le soient sous contrôle effectif et l'autorité technique d'un ou plusieurs pharmaciens. Il ne faut pas se mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Alors, un autre sujet également que je veux forcément aborder parce que
mais il est important, il revient là. C'est à propos des difficultés croissantes de remplacement en PUI avec les conditions d'exercice et la demande, est-ce qu'on pourrait pas faire des dérogations pendant la crise sanitaire? Alors, une telle dérogation ne correspond pas aux besoins remontés du terrain, que ce soit au niveau de l'ordre ou des autres organisations professionnelles telles que les syndicats. En effet, compte tenu de la situation, les demandes de congés de la part des pharmaciens en poste dans les PUI ont été suspendues et on a même aujourd'hui plus de pharmaciens remplaçants sur le marché qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vrais problèmes sur le remplacement de PUI, notamment en Outre-mer ou dans certaines régions de la métropole. Donc, on a engagé au niveau de la section H une réflexion au début de l'année. On travaille aussi avec les organisations, les autres organisations professionnelles. On essaie de réfléchir à quelque chose. Et puis, la crise est arrivée et donc là, c'est interrompu, mais on va reprendre. On avait prévu une webconférence qui, elle aussi, a été reportée, mais on va reprendre cette réflexion. Voilà, donc je voulais effectivement, moi aussi, vous dire qu'avec l'ensemble du Conseil central H et des collaboratrices de H que je salue, on est mobilisés, on continue à l'être pour vous accompagner en apportant des réponses à vos préoccupations, notamment au travers de notre foire aux questions. On a un exercice réglementaire qui évolue quotidiennement, on voit des tas d'arrêtés. Ça exige de nous une réelle adaptation et donc en lien avec nos autorités de tutelle, avec les autres sections de l'ordre, avec la présidente de l'ordre que je salue là bien bas, on a été en mesure de proposer des dispositions d'urgence qui sont adaptées à l'exercice de nos professions et en tenant compte des remontées et aussi en travaillant, comme précédemment, avec les organisations syndicales, professionnelles et avec les préconisations des sociétés savantes. Merci, Karine, de m'avoir redonné la parole. Je t'en prie, Patrick. Brigitte, est-ce que tu as noté des questions plus particulières pour nos pharmaciens d'outre-mer? D'ailleurs, je ne sais pas si les pauvres, en fonction du décalage horaire, ils peuvent nous suivre ou s'ils suivront le replay. Il y en a quand même les 3-4 qui pourront suivre parce que pour eux, c'est dans le bon sens, le décalage horaire. Mais très brièvement, je voulais juste, donc moi aussi, remercier leur engagement à tous les pharmaciens d'outre-mer, les officinaux, les biologistes, les hospitaliers, les grossistes répartiteurs, dans la gestion de cette crise. Et je voulais faire un petit clin d'œil aux pharmaciens biologistes qui ont à faire face, au jour d'aujourd'hui, à 2 épidémies, aussi bien en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, puisqu'ils doivent gérer la dengue et le Covid en même temps. Et ce sont 2 épidémies qui ont les mêmes symptômes, de la toux, de la fièvre. Donc, ils doivent faire les dépistages en même temps. Donc, je peux vous dire qu'ils ont un pic de travail extraordinaire. Et donc, je voulais vraiment les remercier. Et un dernier focus, on est très préoccupé par la situation à Mayotte, car les mesures barrières sont très difficiles à faire appliquer et à faire comprendre à la population. Et en plus, on rentre dans une période assez longue de prière pour la majorité des Mahorais et on risque d'augmenter les contacts entre les gens. Voilà. Et il y a un seul hôpital qui peut accueillir les malades graves. Et voilà, on est très inquiets et on suit vraiment la situation de Mayotte avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci pour ce point particulier sur Mayotte. Écoutez, je pense qu'on arrive au terme, j'allais dire malheureusement, parce qu'il y a encore beaucoup de questions qu'on aurait voulu adresser. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Les questions qui n'auront pas été adressées, vous les retrouverez dans la foire aux questions le plus rapidement possible. Je remercie bien évidemment mes chers amis et confrères présidents d'avoir répondu à toutes ces questions et au travers de cette webconférence. Vous l'avez compris, c'est la force de cette chaîne du médicament et des pharmaciens d'un bout à l'autre qui est importante pour répondre aux enjeux sanitaires auxquels fait face notre société. Donc, en tant que présidente de l'ordre, je suis très fière effectivement de vous accompagner, vous tous, dans cette mission. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée et surtout, prenez soin de vous et de vos équipes et de vos plus proches. À très bientôt. Merci encore.